Aujourd'hui, je reçois l'athlète d'exception, triple champion paralympique, skieur de haut niveau, mais aussi conférencier et ambassadeur de la résilience. Ce qu'il incarne va bien au-delà du sport. Bienvenue à Théo Gmur. Merci d'être là. Merci beaucoup. Ça a commencé dès l'âge de 2 ans. Il faut commencer par le commencement. J'ai eu un accident cérébral à l'âge de 2 ans durant mon sommeil. Donc, du jour au lendemain, je me suis retrouvé avec une hémiplégie de tout mon côté droite. Donc, ça impacte bien entendu la mobilité, les mouvements et le système nerveux de mon côté droit. Le constat a été rapidement fait et puis il a fallu vivre avec ce handicap. Après, comme je l'ai souvent dit, je crois que c'est vraiment une chance dans mon malheur de l'avoir eu si jeune finalement. 5, 6 mois après mon incident, mes parents ils ont décidé assez rapidement de me mettre sur les skis. Et du coup, là, j'ai eu aussi la chance de faire une très belle rencontre avec Marina Pravicki, une ancienne directrice d'une école de ski de Sivier. Et elle, en fait, a directement pris les choses en main pour essayer de me mettre sur les skis et puis que ça soit le moins contraignant possible pour moi. Bien entendu, comme on le sait, quand on met des enfants sur les skis, c'est déjà pas facile de base. Pour trouver justement, par exemple, rien que pour avoir des skis parallèles, il a fallu adapter. 2010, c'est mon entrée dans l'équipe suisse paralympique de ski. À ce moment-là, il n'y avait pas vraiment de structure existante. Je dis pas au jour d'aujourd'hui, c'est pas encore 100% structuré, mais c'est vrai qu'il y a quand même eu une évolution depuis 2010. Après, là, j'ai aussi eu énormément de chance d'avoir un papa qui était dans le sport. Il était responsable du sport d'élite aux douanes suisse à l'époque. Donc, il avait des contacts dans le monde du sport. Et en fait, c'est grâce à ces contacts-là que j'ai pu faire participer à mes premiers championnats suisses en 2010 du côté d'Arosa. Les premières années, c'est pas facile. Moi, je suis arrivé dans le ski 2010, j'avais 14 ans. Alors oui, ça peut paraître tard pour rentrer dans une structure plus élevée qu'une structure régionale, mais c'est vrai que les premières années, donc 2010, 2011, après, là, j'ai eu aussi un grave accident une semaine après le début de mon apprentissage. Avec un bus. Un bus, exactement. Ouais. Donc, en fait, je me suis fait happer mes deux jambes par un car postal. C'était le vendredi à la fin de ma première semaine d'apprentissage. Certes. Donc là aussi, il a fallu tout un peu reprendre à zéro. Déjà, au niveau de l'apprentissage, je voulais quand même le terminer pour avoir une formation. Euh, et puis ensuite, il a fallu réapprendre à skier. À ce moment-là, j'ai fait 6 mois à la Souvation. Et ça a été un parcours du combattant dès le départ. Et puis là, je pèse mes mots. Au début, les premières années, jusqu'à même les premières courses Coupe du Monde, je faisais moi-même mes skis la veille de la course. Et ça, c'est des choses, quand on voit des Marco Dermat, des Loïc Meyer aujourd'hui dans le monde valide, on s'imagine de loin tout ça. C'est clair que c'est un parcours du combattant. Et puis d'un autre côté, ouais, quand on y arrive, c'est d'autant plus une satisfaction. Par exemple, je me rappelle les premières années, donc mon frère était à Ski Valais, moi je venais de rentrer dans la structure para. Et puis, je me rappelle qu'on avait monté nous-mêmes, depuis la maison, des plans d'entraînement, entre guillemets, adaptés avec mon frère pour avoir une condition physique optimale pour débuter les courses FIS ou les Coupes d'Europe de mon côté. De première médaille au championnat du monde, vice-champion du monde, senior, donc élite, para. Là, ça m'a vraiment fait le déclic. Ah, mais finalement, tout ce que tu as mis en place jusqu'à maintenant de ton côté, ça commence gentiment à porter ses fruits. Puis après, il y a eu la saison suivante, il y a eu la première victoire en Coupe du Monde à la première course de la saison. Et puis après, ça s'est enchaîné durant toute la saison avec le beau feu d'artifice, les Jeux de Pyeongchang en mars 2018. Trois médailles d'or d'un coup, c'est vrai que ça nous est tombé dessus. Tu as ces 3 médailles d'or. Est-ce que tu réalises vraiment à ce moment-là ce qui t'arrive? Non, c'est
Je vais peut-être en décevoir plus d'un, mais les jeux en soi, le moment des jeux, les courses des jeux, alors oui, il y a de la satisfaction, il y a de la joie, mais en fait, il y a une surdose d'adrénaline à ce moment-là qui fait que d'une part, ben, on n'arrive pas vraiment à profiter du moment présent. Et puis, deuxièmement, ben, il y a tout ce qu'il y a autour en fait de la course et de la médaille. Donc, la course dure entre 1 minute pour le géant et 1 minute 30, 1 minute 40 pour la descente. Mais tout ce qu'il y a à côté, c'est des heures et des heures. Donc, Ouais. il y a les médias après la course, il y a les médias avant la course, après la course. Euh, il y a les tests antidopage, il y a la remise des médailles. Ensuite, ben, nous, on était à 1 heure du village olympique. On dormait vraiment. On a eu de la chance de pouvoir récupérer des chambres des Jeux olympiques. On avait l'hôtel vraiment au pied des pistes olympiques. Et donc aussi les trajets, etc. Et puis en fait, on a enchaîné les courses. Donc j'ai eu ma descente le premier jour, le lendemain le super G. Ensuite, 2 jours plus tard, le combiné. Et puis après, il a encore fallu finir par le géant, la course où j'avais, selon moi, le plus de chances de faire une médaille. Le Mhm. ski, finalement, ça reste un jeu. C'est celui qui va le plus vite, c'est celui qui fait le moins de fautes. Et ouais, à ce moment-là, en 2018, pour moi, c'était vraiment. Bah, je me rappelle, avant chaque course, je me disais, mais essaye vraiment d'être sur la carte tout le temps. Essaye de skier le plus propre possible. Je veux parce qu'on a des analyses vidéo après chaque entraînement, chaque course. Et puis en fait, je me disais, à la vidéo après, je veux me voir avec le moins de neige qui a giclé derrière les skis à chaque virage. Oui, Mhm. la pression des jeux, bien entendu, qu'il y en avait, mais je dirais, comparatif de 2022, j'avais beaucoup moins de pression. C'était aussi mes premiers jeux. Donc, t'arrives en Corée, c'est tes jeux, tu profites du moment. C'est un moment qui est totalement magique avec la cérémonie d'ouverture. Mhm. euh, ouais, la cérémonie de clôture, enfin, tout ce qui va autour. Tu sens que c'est vraiment un événement spécial. 2018, ben, je suis arrivé en me disant, ben, donne le meilleur de toi, fais la plus belle, enfin, la plus belle des courses que tu peux, mais pense pas au résultat. Mhm. Et ben, à ce moment-là, voilà, j'étais sur un petit nuage. On le voit aussi lors de la deuxième course, donc le Super G, où je fais une faute énorme. Je me retrouve sur la fesse, sur la fesse gauche, donc totalement couché, et puis j'arrive à me relever. Mais ben ouais, ça c'est vraiment ce sentiment de flow en fait, où tout peut nous arriver, mais on arrive à s'en sortir finalement. Les Tu pas. premières conférences que j'ai faites, c'était à 21 ans, donc juste après mes succès de Pyeongchang. Et ben pour moi, au début, je me disais, mais pourquoi tu vas parler à des gens qui ont 20 ans d'expérience, 30 ans d'expérience de plus que toi, et tu vas leur parler des clés de la réussite, de la résilience. Et puis finalement, ben, je me rends compte avec les années maintenant, là j'en fais toujours, passablement en été. Mais pour moi, ouais, je dirais que c'est une chance de le faire, d'une part encore quand je suis actif. Donc là, je suis encore actif dans le ski. Je vais me sélectionner pour les Jeux de Milan-Cortina la saison prochaine. Et puis je dirais, ben ouais, en voyant aussi le parcours d'autres sportifs, les sportifs font ça souvent en fin de carrière, ils racontent leur parcours, ce qu'ils ont Mhm. vécu, etc. Et d'une autre part, ce que je trouve intéressant aussi, sans dénigrer qui que ce soit, bien entendu, de sportif, pour moi, un sportif, ben, par exemple, si on prend un Marco Odermatt, ce qu'il fait, c'est absolument exceptionnel, c'est magique ce qu'il fait. Mais j'ai l'impression, ce qu'on voit, ou plutôt ce qu'on montre de Marco Odermatt, c'est surtout ses performances sportives qui sont exceptionnelles. Mais Mhm. finalement, on a peu d'insight sur sa vie, sur Mhm. son parcours pour arriver où il est arrivé au jour d'aujourd'hui. Et pour moi,
je dirais que c'est ça le point important, enfin le point du pourquoi, du comment je fais Mhm. des conférences aujourd'hui. C'est aussi pour raconter mon histoire en dehors de ça, parce que ben, grâce à mon histoire de vie privée, professionnelle, en fait, ça m'a permis d'arriver au niveau sportif auquel je suis là aujourd'hui. Je pense que c'est intéressant aussi parce que les gens, finalement, si on regarde un grand sportif avec des grands succès, les gens se rattachent au succès de cet athlète. Mais finalement, ce qui est intéressant, La et personne. c'est la personne. Et puis ça aussi, ben, moi, je raconte mon parcours de vie qui sort quand même de l'ordinaire par ce que j'ai vécu, par mes blessures dans le sport, mais j'en ai eu finalement plus en dehors du sport que dans le sport. Et ça, pour moi, au final, ça rapproche beaucoup plus les gens. Et c'est aussi pour ça que enfin, c'est aussi pourquoi je fais ces conférences-là. Mhm. Mais c'est adressé à qui? À tout public, ça peut être des enfants à l'école. Par exemple, Mhm. ben, j'ai fait pas mal de conférences dans les écoles. Là aussi, j'ai un parcours qui est atypique avec l'école. On va dire que c'était un peu l'école l'ange et Théo le diable, et on les met ensemble. Donc, et puis finalement, ben, je suis arrivé à faire des remplacements scolaires hors saison dans l'école dans laquelle j'ai été un des plus turbulents. Donc Mhm. pour moi, ben là, par exemple, dans les écoles, ben, je vais raconter ça. Et puis après, ben, ça peut aussi être dans des entreprises, Ouais. dans des grandes entreprises, par rapport à la résilience, aux clés de la réussite, aux différents liens qu'on fait entre leur profession et mon sport. Et puis ça peut aussi être lié à des personnes âgées, par exemple. Enfin, c'est vraiment tout type de public. Mais est-ce que tu as un exemple, par exemple, d'une conférence que tu as donnée en entreprise et puis aussi le retour qu'on t'a fait des bénéfices qu'ils en ont tirés? Oui, je dirais que j'en ai plusieurs. Enfin, il y a encore une grosse conférence que j'ai faite pour le service externe d'une des plus grandes assurances en Suisse. C'était sur la thématique des assurances vie avec enfin, les risques qu'il peut y avoir si au final, alors oui, ça rejoint le business très clairement, mais c'était le lien en fait entre contracter une assurance vie, pas contracter une assurance vie et les risques qu'il y avait par rapport à ça. Et puis Mhm. ben, moi, à l'époque, par exemple, ben, j'avais contracté absolument, enfin, mes parents avaient contracté aucune assurance par rapport à un possible accident ou incident durant ma vie. Et ça, ben voilà, j'ai eu énormément de retours par rapport à cette conférence en disant, ben, ah ouais, c'est des choses qu'on voyait pas forcément de cet œil-là, et merci de nous avoir ouvert les yeux par rapport à ça. Ou dans les écoles aussi, j'ai des jeunes élèves que j'avais rencontrés lors de conférences, et puis qui sont revenus vers moi quelques années plus tard en les croisant à la Garation, par exemple, où ils me disaient, ah, mais ta conférence, elle m'a vraiment fait un déclic dans ma tête, et je me suis dit ben, qu'il fallait que je me prenne en main à ce moment-là. Mhm. Après, je suis pas là pour, entre guillemets, donner des leçons de vie. C'est plus, pour moi, c'est ce qui est Mhm. intéressant aussi dans ces conférences, c'est vraiment le partage avec les gens, le Mhm. partage d'histoire, le partage d'expérience, et je le vois vraiment de cette manière-là. Et si il y a une entreprise qui écoute et qui hésiterait, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Et conseiller de t'appeler, qu'est-ce que tu leur Oui, dirais? alors, ben, il faut vraiment, sans aucun cas, hésiter à me contacter, que ce soit sur les réseaux, sur mon adresse email. Et puis, je crois que, en tout cas, je l'espère, que les gens vont pas être déçus. Ben, comme je l'ai dit avant, je crois que oui, il y a la performance sportive, il y a les médailles, mais finalement, une médaille, c'est que matériel. Pour moi, ce qui est intéressant, c'est vraiment tout le parcours qu'il y a derrière, Mhm. toute l'expérience, Le vécu, la personne et, les le valeurs. les valeurs, exactement. Parce qu'au final, ben, ça, je le dis aussi souvent, mais 1 minute 30 de course aux Jeux Olympiques,
Alors oui, ça peut te permettre d'avoir soit la médaille, le Graal pour un sportif, ou alors soit rien du tout. Mais finalement, quand tu passes cette ligne après 1 minute 30 de course, euh, tu restes un humain. Et pour moi, c'est vraiment ce côté humain. Et ça, je me rappelle aussi que ce soit en 2022 ou en 2018. Pour moi, les souvenirs les plus grands, les plus marquants que j'ai, c'est en fait tout le chemin pour arriver. Les galères que j'ai eues en Mm. entraînement, où je faisais mes intervalles sur le vélo ou en course à pied. À la fin de l'entraînement, je vomissais parce que j'étais tellement dans le dur. Pour moi, Mm. c'est ces moments-là et mon cerveau aussi se rappelle de ça finalement. Chaque petit pas, en fait, permet d'arriver à du succès. Et le succès, il ne doit pas se résumer à une médaille, à quelque chose de Oui, matériel. voilà. La différence entre le monde paralympique et le monde valide, elle est énorme. Et là, on parle que du ski para. Euh, Si on regarde, pour faire le lien aussi, si on regarde par exemple la différence entre le football professionnel et le ski professionnel valide, elle est énorme aussi. Mais par exemple, pour donner un ordre d'idée, un athlète valide gagne une Coupe du Monde, il gagne de l'argent de la part des organisateurs. Euh, un athlète para, par exemple, je gagne une Coupe du Monde à Vezona ou à Saint-Moritz qui sont dans le circuit suisse de la Coupe du Monde. Je gagne une demi-meule de fromage à raclette. Alors oui, c'est cool pour inviter les copains à la maison, faire une soirée raclette. C'est super, mais c'est pas ça qui va me permettre d'une part de performer et puis d'une autre part de faire aussi évoluer mon sport. Après, pour prendre un exemple un peu plus concret au niveau des chiffres, donc par exemple, enfin, je vais le donner en toute transparence ici. Euh, pour mes 3 médailles d'or du côté de Pyeongchang, donc selon les tabelles suisses olympiques, j'étais censé toucher 120 000 francs. Les gens, d'ailleurs, c'est paru dans les médias il y a quelques mois de cela, dans le Nouvelliste, un athlète qui gagne une médaille touche 40 000 francs. Moi, j'ai touché exactement 8 000 francs pour les 3 médailles d'or du côté de Pyeongchang. Après, ben là, on peut se poser la question, mais enfin, comment tu fais pour vivre avec ça? Et Mhm. dernièrement, je suis aussi allé à une soirée enfin, la soirée de l'aide sportive où justement ils affichaient les chiffres, enfin, des stats intéressantes. Ils disaient qu'un athlète en Suisse vit, enfin, la moyenne des athlètes en Suisse vivent avec 1 400 francs par mois, ce qui permet tout juste de payer son assurance, de payer ses déplacements, de payer son logement. Mais après, ben, comment on fait pour être au top, pour avoir un entraîneur physique, pour avoir des plans d'entraînement, pour aussi ben, tout ce qui est au niveau du coaching mental, ouais, de la nutrition sportive, enfin, toutes ces Mhm. choses-là au final qui sont primordiales pour un athlète sportif. Donc oui, c'est très très compliqué de vivre en tant qu'athlète para, même avec des médailles aux Jeux, même avec des titres mondiaux. C'est aussi le parcours du combattant. Et ça, je dirais que c'est dû d'une part à l'effervescence des Jeux paralympiques, puis d'une autre part, ben, du manque de couverture hors saison paralympique. Alors Mhm. là, enfin, je m'adresse à tous les potentiels sponsors. Là, vous avez de la chance. On tombe sur une année Ouais. paralympique qui s'annonce vraiment exceptionnelle. Il y aura de la médiatisation, il y aura une couverture médiatique absolument exceptionnelle. Là, on est aussi en discussion avec la RTS justement pour couvrir en fait l'avant JO sous forme de petits épisodes qui passera. Donc ça, ouais, ça peut être aussi intéressant pour un potentiel sponsor. Mais du coup, aussi, pour être dans le concret, s'il y a des entreprises là qui voient ça, qu'est-ce que tu proposes? Donc, il y a ton casque, il y a des sponsors qui peuvent être sur les vêtements. Qu'est-ce qu'ils peuvent au fait sponsoriser? Alors, ben, il y a plusieurs choses. Donc, il y a tout d'abord le gros. C'est le plus gros, c'est vraiment d'être sur mon casque.
Ensuite, il y a sur les vêtements qu'on a officiels en course, que ce soit les vestes ou les pantalons, là, on n'a pas le droit à de la publicité personnelle sur ces vêtements-là. Mais après, il y a aussi la possibilité d'avoir une gourde, par exemple, qu'on prend lors des interviews de fin de course. Mhm. Et puis là, il y a aussi une plus ou moins grande exposition là-dessus. Puis Mhm. après, il y a tout l'à côté, je dirais, qui est pour moi, en tout cas pour moi, la plus grande des parties. Donc, il y a bien entendu la possibilité d'organiser des conférences. J'ai aussi eu organisé à l'époque avec certains sponsors des sorties à ski, ou simplement, au final, là, on se rend compte aussi de l'insight, de ce que c'est d'être un skieur paralympique avec handicap, et Mhm. puis de partager un moment qui est, je dirais, plus convivial et Mhm. plus authentique que d'avoir, par exemple, votre entreprise sur mon cas, ce qui rapporte, oui, certes, une certaine couverture médiatique, mais sans vraiment un moment authentique. Donc ça, je dirais que c'est les contreparties de sponsoring là. Puis après, il y a aussi toute la visibilité derrière, donc qui peut être fait sous forme de vidéos, de petits clips, de petits épisodes. Oui, et puis là, c'est vrai qu'on arrive sur une année olympique. Alors on se dit, oui, mais Théo, il n'a pas vraiment le temps pour ça. Alors que je crois que si on veut trouver le temps pour créer de la visibilité, pour amener justement cette visibilité au sommet, on peut le faire et il y a des possibilités de le faire. Et là, je demanderai à tous ceux qui regardent ou qui vont regarder ce moment, c'est de partager à tous vos contacts qui pourraient être intéressés à sponsoriser Théo pour l'aider donc à réécrire l'histoire comme je l'avais noté dans le message de base. Ça serait hyper cool. Je serais ravi pour lui. En tout cas, c'est aussi pour genre de rencontre que je le fais. Si je peux aider, et puis c'est aussi par rapport aux personnes, aux valeurs. Que je trouve qui sont exceptionnels et je suis ravi de faire aussi ce partage avec toi. Et puis, Merci beaucoup. Ouais, et puis enfin, c'est vrai que réécrire l'histoire, oui, mais ouais, ce qu'il faut aussi se rendre compte par là, c'est que, par exemple, quand on voit des Marco Odermatt, des Loïc Meyer qui gagnent les championnats du monde avec des montants qui ont aussi été publiés, enfin, c'est énormément d'argent. C'est vrai, enfin, là aussi, dernièrement, je discutais avec plusieurs personnes. Une athlète valaisanne qui a eu plein de succès dans le monde valide demandait, par exemple, plus de 100 000 francs. Enfin, ça dépassait des chiffres énormes. Alors oui, bien entendu que l'athlète profite de sa médiatisation actuelle pour demander énormément d'argent. Mais finalement, ce qu'il faut se dire aussi, on sponsorise un athlète para, les montants, ils sont pas aussi élevés, ça je vous rassure. Et puis d'un autre côté, il y a ce côté humain aussi qui est intéressant, je pense. Et puis ce côté partage d'expérience, partage de vécu, qui peut être justement très intéressant. Et puis les gens, au final, j'espère en tout cas que ça peut faire le lien entre le plus de monde possible par mon expérience, par mon vécu, qui rapproche selon moi beaucoup plus les gens aussi. et si tu avais un résumé de ton parcours, un mot, une phrase ou une citation, ça serait quoi? Est-ce que tu aurais quelque chose qui te vient à l'esprit? Alors, ça peut paraître un peu cucul la praline, comme je vais le dire, mais pour moi, ouais, enfin, je vais le dire en anglais, never give up, ne rien lâcher. Je crois que enfin, ça a été le mot d'ordre, tantôt dans ma vie sportive que ma vie privée, avec, comme on l'a cité avant, mon accident de car. Ensuite, mes croisés aussi du genou dernièrement. Enfin, c'est toutes des choses en fait qui m'ont amené là où je suis aujourd'hui. Et ouais, je dirais que j'idolâtre pas mes succès, mais par contre, ouais, j'ai énormément de respect pour tous les gens qui m'ont accompagné dans mon parcours, que ce soit bien entendu mes parents, ma copine, mon frère aussi, qui a énormément fait
pour ma partie professionnelle, ma partie sportive. Puis aussi, ouais, tous les gens, ben, que ce soit les ergothérapeutes, les physiothérapeutes, Marina Pravicki, mes coachs que j'ai eus. Enfin, la liste serait tellement longue à citer. Mais je dirais que c'est pas que mes succès, mais c'est nos succès. Et j'espère que ça le sera aussi pour les Jeux l'année prochaine du côté de Cortina. Est-ce que, parce qu'on va terminer, est-ce que tu aurais une dernière chose que tu voudrais dire, le mot de la fin ou quelque chose, un message que tu voudrais faire passer? Je crois que un message que je peux faire passer, c'est que, comme je l'ai dit avant, ne rien lâcher, ne rien regretter. Et surtout se dire que si la vie est pas belle aujourd'hui, elle le sera demain. Et Mhm. ça, je crois que c'est le mot de la fin de mon côté. Bah, écoute, je te remercie Théo, c'est vraiment un plaisir. Je me réjouis aussi de passer peut-être une journée ou un moment avec toi prochainement. Et ben, je te souhaite plein de réussites, plein de belles choses aussi pour la suite. Et en tout cas, merci beaucoup pour ce moment. J'espère que les gens ont apprécié. Merci beaucoup. Et voilà, enfin, si vous voulez en savoir plus sur moi, il y a plein de moyens de le faire, que ce soit sur les skis, que ce soit en conférence ou que ce soit même autour d'un café ou d'un vin chaud pour les après-ski. Donc, merci beaucoup et au plaisir. Soutenez Théo, puis à la prochaine dans Graines de Connexion. Allez, ciao.